L'invité de ce Smart Impact, c'est Céline Degrave. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes la directrice de Terra Institute, école des métiers du développement durable, qui a été créée en 2010. 2010, on peut dire que vous étiez des pionniers, des pionnières. Vous avez été beaucoup copié, j'imagine, depuis. Alors effectivement, 2010, c'était un peu le début de l'émergence des métiers de la durabilité, des métiers de la RSE. Donc effectivement, en cela, l'école a été pionnière. On a été tranquille un certain nombre d'années. De trop longues années, presque. De trop longues années, ça, ouais. où on a demandé globalement au directeur du développement durable d'organiser la semaine du développement durable et le tri des déchets dans les bureaux. Depuis 5 ans, ça s'accélère très fortement. Bon, il y a eu quelques étapes réglementaires. Il y a eu la crise du Covid aussi. Et effectivement, aujourd'hui, il y a un certain nombre d'établissements, que ce soit des établissements de l'enseignement supérieur privé. Terra Institute est un établissement de l'enseignement supérieur privé, mais également des institutions publiques qui se sont positionnées sur cette thématique, sur ces formations. Et j'ai tendance à dire heureusement. Oui, heureusement, il était temps. Combien d'étudiants formés en une quinzaine d'années? Alors, avec la promo qui termine à la fin de la semaine, oui. On sera environ 1150. D'accord, qui ont essaimé dans toutes sortes d'entreprises. Oui. Ils vont dans des grands groupes ou ils vont plutôt, ils essayent de former de créer leur entreprise. On est sur quel profil? Alors, c'est une très bonne question. Je pense que majoritairement, on reste sur des salariés de grands groupes ou d'entreprises de toute forme. On a une petite proportion qui s'est lancée dans l'entrepreneuriat. Voilà. Mais ça reste quand même essentiellement des salariés de grands groupes qui sont d'ailleurs des partenaires de la première heure, puisque c'est eux qui se sont quand même emparés les premiers de ces sujets. Vous lancez avec l'université Panthéon-Assas un diplôme intitulé « Nouveau modèle d'affaires et organisation durable ». Quand sera lancée la première proposition? Et puis surtout, quel est votre objectif? Alors, la première rentrée aura lieu en janvier. On attend 20, 25, peut-être 30 apprenants. Cette formation s'adresse aux professionnels en poste, cadres, managers, dirigeants, qui ont entre leurs mains la direction d'un département ou d'une entreprise. Parce que là, on parle de modèle d'affaires, donc on vient vraiment frapper au cœur de la stratégie de l'organisation et du management de l'entreprise. Et globalement, aujourd'hui, il y a beaucoup de choses à faire et il faut se former pour être capable de mener la transition de A à Z de manière opérationnelle. Comment ça s'est passé? C'est l'université Panthéon-Assas qui est venue vous chercher, qui est venue chercher votre expertise? C'est vous qui leur avez dit il y a un besoin là? Comment ça s'est passé? Alors c'est souvent une histoire de rencontre. Oui. Et il s'avère qu'à la naissance de Terra en 2010, il y avait une personne qui s'appelle Sylvie Faucheux, qui travaillait à l'époque à l'université de Saint-Quentin en Yvelines, qui était le premier partenariat universitaire de Terra, et qui, quelques années plus tard, travaille sur la prospective pour Paris-Panthéon-Assas, et se dit on a besoin sur ces sujets d'aller chercher des partenaires qui ont un minimum d'expertise et d'expérience et que par ailleurs, elle connaît très bien. Et donc, on a organisé l'année dernière ensemble un séminaire d'introduction pour nos étudiants. Et elle nous a dit, voilà, nous, on cherche des partenaires. Est-ce que vous voulez qu'on réfléchisse à quelque chose? Alors, on va rentrer un peu dans le détail de ces apprentissages. Je vais citer ce que vous annoncez, intégrer des pratiques managériales innovantes au cœur des modèles d'affaires. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le management actuel, il n'est pas forcément adapté à ces nouveaux défis, aux défis de la transformation? Oui, alors peut-être pour revenir sur les nouveaux modèles d'affaires. En fait, les nouveaux modèles d'affaires apparaissent dans des périodes de grands bouleversements. On est dans une période de grands bouleversements. Le contexte dans lequel travaillent les entreprises se dégrade. Les risques climatiques, la pénurie de ressources qui entraîne le renchérissement. Et donc tout ça met à mal les modèles économiques, la réglementation qui se durcit, le facteur humain aussi, avec les risques sur la santé des salariés ou la réputation. Et donc, il y a un nombre croissant d'entreprises qui se posent la question, plutôt qui arrivent au constat, si je ne change pas radicalement ma stratégie, à court terme, pas en 2100, dans 5 ans ou 10 ans, je n'existe plus. Donc, je dois me poser une question fondamentale qui est comment je crée de la valeur autrement. Et donc, les changements sont tellement profonds que non seulement il faut avoir la vision stratégique, mais il faut ensuite mettre en œuvre tout ça. Et en fait, il est bien connu que les solutions, ce sont les collaborateurs qui les ont. Et donc, on a besoin de ramener de la responsabilité, de l'autonomie, de la prise de décision au niveau des collaborateurs. Et clairement, le modèle pyramidal, qui est quand même le modèle de management largement répandu, ne répond pas tout à fait à ces Avec un défi quand même compliqué, parce que ça fait quoi des siècles, mais plus que ça, qu'on est dans ce fonctionnement pyramidal.
dans les entreprises, sauf quelques cas particuliers d'entreprises qui ont déjà testé des modèles plus horizontaux. Mais et d'ailleurs, certaines en sont revenues. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Il va falloir contrer des générations d'habitudes. Exactement. Et c'est pour ça qu'en parallèle, et c'est aussi un des sujets d'enseignement clé chez Terra Institute, on travaille aussi sur les nouveaux récits, les nouveaux imaginaires, quel discours il faut mener pour amener à ce changement qui, oui, bouleverse pas seulement les organisations d'entreprise, un paradigme de société. En quoi nous, consommateurs, on donne de la valeur à telle ou telle chose quand on dépense de l'argent. Donc oui, c'est assez vertigineux. Maintenant, il faut prendre les choses de manière pragmatique. C'est un peu notre signature. On dit rêver grand, commencer petit, agir maintenant. Il faut que ça bouge, il faut y aller maintenant. Pardon. Non, allez-y, continuez. Donc il faut agir maintenant. Donc il faut agir maintenant. Et donc, il y a par contre, dans les grands changements, les grandes transitions, il y a aussi des courbes qu'on observe de manière assez systématique. Et c'est les 15 premiers pourcents de personnes à convaincre et à faire pivoter qui sont les plus durs à atteindre. Une fois qu'on a passé ce seuil, ça accélère. Mais vous parliez du récit, ça veut dire il y a aussi le rôle des médias, notre rôle à nous, journalistes. Exactement. Vous questionnez dans cette formation? En fait, on a quand même, il faut le dire, aujourd'hui une image de l'écologie qui est celle un peu de la punition. Il faut arrêter de faire ça, il faut renoncer à ça, c'est pas bien ce que vous faites. Et donc, c'est humain, personne n'a envie d'y aller. Il faut vraiment qu'on fasse basculer les discours en proposant, mettons-nous tous ensemble pour construire un nouveau modèle de société. Ça va être génial, on va le faire ensemble, on va avoir notre pierre à porter à l'édifice. Et ça, pour le coup, en termes de dynamique et de capacité à y aller, ça change tout. Et oui, bien sûr, les médias ont un rôle fondamental. Et c'est d'ailleurs un des enseignements du diplôme universitaire d'Assas, le rôle des médias dans la transition. Je lis évaluer de manière critique les informations délivrées par les médias. Oui. Parce que il faut que les managers formés dans ce module aient un esprit critique sur ce que les médias peuvent dire, sur l'entreprise ou d'une manière générale sur la transformation. D'une manière générale, on a quand même... Alors, malheureusement, on en est encore au stade où on questionne les constats scientifiques. Il peut y avoir certains médias qui questionnent les constats scientifiques. Il faut avoir suffisamment d'esprit critique pour savoir ce qui est entendable, acceptable, et ce qui ne l'est pas, ou ce qui est une position, une vue de l'esprit. Il y a également beaucoup d'informations auxquelles on a accès. Aujourd'hui, ces informations doivent être challengées. Est-ce qu'elles sont vraies? D'où elles viennent? Quelles sont les sources? Quelle est la méthodologie? Comment on a posé les questions? Est-ce que c'est biaisé ou pas biaisé? Donc c'est tout ça, cette capacité à analyser, à collecter la donnée, qu'on essaye aussi de transmettre à nos étudiants. Donc vous parlez de nouveaux modèles d'affaires. On va être on va se pencher vers l'économie circulaire, vers l'économie sociale et solidaire. C'est aussi dans cet environnement-là, dans ces modèles-là qui sont en croissance, que vous allez puiser les enseignements? Tout à fait. Alors quand on dit nouveau modèle d'affaires, il y en a certains qui existent depuis plus de 10 ans. Et c'est la bonne nouvelle parce qu'en fait, on n'est pas dans des modèles prospectifs issus d'un roman de fiction ou de projection. On est vraiment dans des choses qui ont été éprouvées. Oui, on peut s'appuyer sur des bonnes pratiques qui existent, qui ont fonctionné. Et en fait, dans les nouveaux modèles d'affaires, vous avez 3 grandes catégories. Vous avez effectivement l'économie sociale et solidaire. C'est quand même les premiers à avoir démontré qu'on pouvait avoir un objectif social et rencontrer une forme de rentabilité, quand bien même elle est limitée, quand bien même elle est encadrée. Et là, vous avez plein d'exemples dans tous les secteurs. Je crois que vous avez reçu il y a quelques mois le fondateur de Tenzing Conseil, le premier cabinet de conseil dans l'économie sociale et solidaire. Ça, c'est un bon exemple. Vous avez d'autres modèles qui sont plus proches des modèles capitalistes. Je pense notamment à ce qu'on appelle l'économie de la fonctionnalité, où la bascule fondamentale, c'est vous arrêtez de vendre des produits à des clients qui, au bout d'un certain nombre d'années, doivent se périmer pour qu'ils en rachètent. Vous, entreprise, vous restez propriétaire du produit et vous allez louer à plusieurs usagers. Et donc, vous avez tout intérêt à ce que votre produit soit plus durable. Et donc là, on voit comment on peut reboucler avec la performance et la rentabilité telle qu'on la connaît. Et vous avez en effet des modèles plus prospectifs à l'expérimentation, mais déjà avérés chez certaines entreprises. Et là, on va être sur des terminologies, l'économie régénérative, l'entreprise contributive, la perma-entreprise, l'économie symbiotique, où globalement, vous êtes sur une pensée globale qui est de penser en système. Tout est lié. Il faut que l'entreprise ait conscience de sa place dans un écosystème plus vaste. Et ensuite, l'envie, non pas de respecter la réglementation ou d'atténuer les externalités négatives, mais d'être vraiment dans un impact positif.
de réparer le vivant quelque part. Voilà. Merci beaucoup Céline Degrave et à bientôt sur Be-Smart for Change. On passe à notre débat, comment l'Union européenne contre l'offensive des véhicules électriques chinois.